Allez, c'est parti. Bonjour à tous, hein. Merci beaucoup déjà pour l'invitation, Yanniv. Ça me fait vraiment très plaisir de pouvoir partager cette expérience. Donc, je ne sais pas, on m'a demandé de me présenter. Je peux peut-être rapidement décrire mon parcours et puis plus précisément peut-être le travail qu'on fait chez JP Morgan. Donc, j'ai commencé en France, j'étais à l'ENS de Lyon et dans le département de maths. Et à la fin du M1, en fait, je n'avais pas vraiment envie ni d'être chercheur ni d'être enseignant. Et donc, je suis parti à Stanford pour faire un deuxième master, enfin recommencer un master depuis le début. Un peu de maths et beaucoup de machine learning dans le département qui s'appelait ICME, Institute for Computational and Mathematical Engineering, où il y a toujours vraiment beaucoup de Français chaque année, enfin au moins avant le Covid. Il y en avait toujours beaucoup. Donc finalement, on n'est pas tant dépaysé que ça. Ensuite, j'ai commencé à travailler à San Francisco, chez Adobe, qui est une super belle boîte tech. On pense souvent aux GAFA, en fait. Ils ont aussi exactement la même ambiance. J'ai eu la chance d'aller faire des présentations une ou deux fois chez Google. Et on ressentit cette ambiance tech qui est très différente de l'ambiance de la banque que je connais maintenant. Et les deux sont intéressantes. Donc à Adobe, en fait, je m'occupais du search. En fait, ils ont une base de données d'images, 60 millions d'images, dans lequel voilà, les utilisateurs veulent chercher un peu comme sur Google Images, mais avec un aspect plus artistique, et donc comment surfacer. Bon, désolé, je vais peut-être utiliser beaucoup d'anglicisme pour la. C'est sûr que c'est assez dur et pas très beau, mais je vais essayer d'éviter. En gros, comment faire remonter les bonnes images pour les bonnes queries. Et donc, c'était la première fois qu'on commençait, c'était en 2017, et quand on y repense, même on utilisait Theano, qui a été donc un langage de programmation pour le machine learning qui est maintenant complètement arrêté. Et si j'y reviendrai peut-être après, mais c'est intéressant de voir que ce langage a été créé en fait par Mila, qui est un très grand institut d'IA au Canada, à Montréal, et que maintenant en fait les langages qu'on utilise, TensorFlow ou PyTorch principalement, viennent des gros acteurs privés, hein, Facebook et Google. Et en fait, c'est une vraie tendance de l'IA, non seulement des applications industrielles, mais aussi maintenant de la recherche, qui est shiftée du monde académique vers, vers l'industrie. Ça, c'était la petite parenthèse, mais on pourra bien sûr en rediscuter. Ensuite, après Adobe, je suis rentré en France. Voilà, j'avais envie de faire une pause. Ça faisait 3 ans et demi que j'étais aux États-Unis. Et donc, j'ai passé un an au lab d'IA chez BNP Paribas, où j'ai travaillé principalement sur construire une solution from scratch d'OCR. Donc, OCR, c'est Optical Character Recognition. C'est comment lire le texte dans des images. Et en fait, il y a pas mal de solutions externes sur étagère qui existent, mais quand la donnée est un peu sale, avec des PDF un peu abîmés, ça marche mal. Ou avec des tableaux, ou en fait, il y a plein de petits problèmes de computer vision qui arrivent, et ça marche mal. Et donc, ce qu'on a fait, en fait, on a utilisé des GAN pour produire un dataset synthétique. Et puis ensuite, à partir de ce dataset synthétique, on dégrade les images grâce au GAN, et on les dégrade de la même manière pour qu'elles aient en fait la même qualité que les données réelles. Et ensuite, on entraîne un OCR sur ces données. Et donc, c'était intéressant. Je pense que c'était une des premières fois que les GAN étaient utilisés, au moins dans cette équipe. Et donc, introduire cette méthode, c'est intéressant de voir comment on peut faire adopter des choses, pas forcément complètement à l'état de l'art, mais disons des nouvelles méthodes. Et ensuite, vraiment par hasard, en discutant, enfin,
par hasard, mais aussi je pense que ça indique quand même une certaine culture américaine en discutant sur le forum alumni de Stanford. Euh, j'ai été en contact avec ma future équipe chez JP Morgan, enfin future à l'époque. En fait, bon, JP Morgan, mais historiquement, le cœur nucléaire, c'est New York et Londres. Et ils ont compris que pour être vraiment au cœur de l'écosystème tech, ils devaient avoir absolument une antenne, une grosse antenne sur la côte ouest. Et donc, en 2018, ils ont créé 2-3 équipes là-bas. On est en train de construire un espèce de mini, ils appellent ça Financial Campus, un espèce de mini campus juste à côté de Stanford, entre HP et Samsung. Ça a pris beaucoup de retard, malheureusement, à cause du Covid. Mais voilà, ils investissent énormément pour pouvoir être présents sur la côte ouest et quasiment exclusivement que des ingénieurs. On a travaillé pendant 2 ans à construire une plateforme cloud pour la banque interne, construite au-dessus d'AWS pour plein de raisons dont on pourra discuter. Et donc moi, à l'intérieur de ça, je suis dans une équipe complètement à l'intersection en fait de la recherche et du développement produit. Donc l'idée, c'est d'apporter des idées nouvelles de la recherche et de les intégrer dans les produits. Et donc de ce fait, en fait, c'est très riche parce qu'on interagit constamment avec des chercheurs, des universitaires, dont la facilité, c'est d'aller à Stanford, mais ça peut être aussi en ce moment Columbia ou d'autres. On voit beaucoup de startups aussi. C'est toujours, on doit faire de la veille. Et puis aussi, accessoirement, coder. Et ce que j'aime bien de temps en temps, ce que j'essaie de faire, c'est de publier, mais c'est pas le but en soi. Donc en fait, à JP Morgan, il y a 3 grandes équipes de machine learning. Il y en a une justement qui s'appelle AI Research, et leur but, c'est ils se sont fixés des objectifs à long terme assez ambitieux. Donc je les ai notés là parce que je les oublie toujours, mais ils sont très ambitieux. C'est AI to predict and affect ecosystem, AI to liberate data safely. Donc ça, liberate data, c'est la donnée synthétique. En fait, quand on interagit avec les académiques, bien évidemment, on peut pas leur donner de la donnée qui est réelle. On a déjà nous-mêmes à l'intérieur de JP Morgan du mal à avoir accès à la donnée parce qu'historiquement, toutes les lines of business sont été développées en silo. Et donc, on est obligé voilà, d'avoir cette approche de plateformiser et de mettre de la donnée synthétique, c'est-à-dire qui est réaliste, mais qui n'est pas la vraie donnée, pour pouvoir travailler avec eux. Travailler avec les académiques, c'est assez complexe. Disons que c'est c'est une vraie compétence qui s'apprend. Et le dernier objectifs qui se sont fixés chez AI Research, c'est Eradicate Financial Crime. Donc là, c'est anti-money laundering, etc. Et donc, eux, ils ont ces objectifs à long terme et leur travail, c'est quand même essentiellement de publier dans des grandes conférences. Et ensuite, les 2 autres grosses équipes de machine learning, elles sont soit un peu à l'intersection de la recherche et le produit, soit vraiment focus sur le produit. Et bien évidemment, au niveau des lines of business, donc ce que j'appelle une line of business, ça peut être private bank, ça peut être wealth management, commercial banking, tout ça. Bien évidemment, ils ont des data scientists qui sont très proches du business. Nous, on peut intervenir ponctuellement presque comme des missions de conseil, en fait, pour les aider sur certains points. Mais la mission de mon équipe, vraiment, c'est d'ajouter le layer de machine learning au cloud interne, au public cloud interne qu'on a développé. Et en ce moment, donc toutes les lines of business qui étaient silotées viennent de plus en plus sur le public cloud pour
non seulement entraîner leur modèle, mais aussi déployer, parce que tout le monde comprend bien son intérêt. Intérêt, il y en a plein, hein. D'abord, on bénéficie tout de suite de l'innovation d'AWS, de Amazon, du cloud d'Amazon, ce qui est quand même non négligeable parce qu'eux ont aussi des batteries d'ingénieurs à disposition pour faire évoluer ça. Et puis c'est de la mise en commun de données, avec bien évidemment une gestion des droits très stricte. Mais disons que on ne peut plus travailler en silo comme c'était le cas avant. Donc tout le monde a bien compris son intérêt. Et puis à côté de ça, donc, on a ces objectifs. En fait, l'IA dans la banque, elle sert trois types de personnes. Elle sert les clients, hein, pour améliorer l'expérience client, et ça, c'est pas nouveau. On a eu les ATM, on a eu le online banking, et maintenant on a l'IA qui vient par-dessus ça. On a aussi une couche d'IA pour améliorer le travail au jour le jour des employés. Donc là, typiquement, ce que je faisais à BNP Paribas sur l'OCR, ça rentre complètement dans cette case d'automatisation de tâches qui peuvent être automatisées. Et puis ensuite, il y a tout aussi une dimension, peut-être qui ne vient pas forcément tout de suite à l'idée, enfin je ne sais pas, qui est d'utiliser l'IA pour la compliance. C'est-à-dire, je ne sais pas, la supervision d'email. Il y a plein de policies, donc de règles en fait, qui doivent être, qui sont très strictes, qui viennent soit des règles que la banque se fixe comme bonnes pratiques, soit des règles qui viennent du régulateur. Et en fait, s'assurer que ces règles sont bien respectées, c'est quelque chose de complexe qui souvent nécessite beaucoup de gens qui passent énormément de temps, par exemple, sur cet exemple des emails, à lire les emails pour être sûr qu'il n'y a pas de fausses informations données, que les complaints des clients soient bien remontées de manière efficace. Et donc ça, les algos qui sont assez simples pour faire ça sont très conservateurs en fait. C'est-à-dire que le taux de faux positifs, donc de bruit qui arrive dans le système, est absolument énorme, et ensuite c'est review, enfin c'est regardé à la main par les collaborateurs, et donc là l'IA peut essayer, tout en préservant le taux de vrais positifs, enfin d'emails à flaguer, d'essayer de réduire le bruit qui engorge le système en fait. Donc voilà, donc là c'est quelques grandes lignes. Ensuite, dans les projets que je fais moi au jour le jour en ce moment, je regarde beaucoup les problèmes d'explicabilité et de fairness dans l'IA. Donc j'ai plusieurs projets concernant l'explicabilité et fairness qui sont des sujets très très importants. JP Morgan vient de créer en fait il y a quelques mois un centre d'explicabilité à Londres pour faire de la recherche. Et puis on est en train de discuter avec certains régulateurs, un régulateur qui s'appelle OCC, qui demande qu'on fixe des standards minimums pour la banque en termes d'explicabilité. Et en fait, ça paraît complètement anodin, mais c'est une question extrêmement difficile parce que qu'est-ce que ça veut dire expliquer des modèles? Est-ce que c'est donner des bons contrefactuels? Voilà, enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a 1000 choses. Enfin, je pourrais rentrer dans les détails si vous avez des questions, avec plaisir. Et donc, rien que cette question en fait est complexe, et quand on discute entre nous, entre les gens qui ont plus une fibre ou une expérience compliance, les gens qui sont plus dans la recherche et qui connaissent l'état de l'art des techniques d'explicabilité et qui connaissent vraiment les limitations de ces outils, ou les gens qui viennent plus du risque et donc qui ont plus une approche risk management de l'explicabilité, tous ces gens-là doivent coopérer pour produire une réponse et pour ensuite discuter. C'est une discussion, c'est presque même, je dirais, une négociation avec les régulateurs pour ensuite identifier les bonnes pratiques. C'est très intéressant de voir. Je suis sûr que vous avez vu la régulation high risk, low risk de l'Union européenne. Et c'est tout de suite, très très vite, donc qui ne rentrera en vigueur que dans quelques années, hein, après beaucoup d'étapes encore qui restent, mais c'est tout de suite très discuté,
est très regardé, même par un acteur comme JP Morgan, bien sûr, qui est global. Voilà, est-ce que j'ai fait le tour de tous mes points? Voilà. Et à côté de ça, peut-être un dernier petit point. C'est vrai que j'aime beaucoup vulgariser l'IA et faire comprendre l'IA, l'adoption. Il y a vraiment des enjeux d'adoption, des enjeux de confiance. Et donc, je pense que c'est essentiel. C'est essentiel pour moi parce que j'aime ça, mais je pense que c'est essentiel vraiment pour nous tous de savoir communiquer le temps du geek, soit dans son labo, soit dans sa chambre en train de faire tourner ses modèles. C'est vraiment fini. Et je pense qu'on a aussi, dans une certaine mesure, une responsabilité de discuter avec les autres parties prenantes. Et les autres parties prenantes, ça peut être, je vois très souvent, si on parle de communication ou même de journalisme, l'approche américaine et l'approche française est très différente. Et l'approche française, on a vraiment l'impression que les deux mondes ne se parlent pas. Les journalistes ont peur d'aller voir les chercheurs pour discuter parce qu'ils ont peur de rien comprendre. Et de l'autre côté, vraiment, je ne vais pas parler de tort, mais disons que euh, les, les, les rôles sont un peu très, très, comment dire, les deux communautés sont très, très déconnectées. Historiquement, peut-être qu'en France, les chercheurs français avaient trop tendance à ne pas vouloir sortir de leur tour d'ivoire et à l'expliquer. Mais maintenant, quand le modèle est déployé et qu'il affecte les consommateurs, nous, pour la banque, typiquement, les deux gros enjeux qui ont été regardés par la régulation de l'Union européenne et qui sont regardés par les régulateurs américains, c'est HR ou faire landing. Donc HR, comment on recrute, et ça, c'est pas juste, c'est pas comment dire, juste pour la finance, c'est vraiment multidisciplinaire, mais faire landing, donc comment on s'assure que les politiques de prêt de crédit, d'octroi de crédit sont justes, ne discriminent pas et comment on aide les consommateurs à s'améliorer, aux États-Unis, on appelle ça creditworthiness, donc à améliorer leur chance d'obtenir des crédits et des bons crédits avec des bons taux. Donc la responsabilité sociale, en fait, est importante. À partir du moment où la responsabilité sociale est importante, vraiment, ça demande beaucoup de communication, beaucoup d'explications pour qu'il n'y ait pas non plus de malentendus, parce qu'après, on voit beaucoup de titres un peu, comment dire, sensationnalistes, et c'est de notre responsabilité, et c'est de la responsabilité, bien évidemment, des journalistes ou des gens qui en parlent, de faire l'effort de comprendre. Mais c'est aussi de notre responsabilité en tant que, entre guillemets, insider, d'expliquer. Donc, je passe aussi une certaine partie de mon temps libre pour essayer de faire ça, parce que je pense que c'est important. Voilà, 23, je m'arrête et n'hésitez pas, toutes les questions que vous voulez, je suis ravi d'essayer de répondre. Merci beaucoup, déjà Victor, pour ta présentation sur tes parcours et sur ce que vous faites aujourd'hui chez JP Morgan. Donc, s'il y a des questions des personnes qui veulent rebondir sur quelque chose, ben, n'hésitez pas. Sinon, je pense que Valentin avait déjà quelques questions. Je peux commencer moi aussi. Oh, vas-y, hein, si tu en as une. Bah, moi, forcément, la première chose en fait qui me vient en tête, c'est de me dire, donc comme tu l'as dit au tout début, tu étais à l'ENS Lyon. Ensuite, bon, on va pas tout refaire, mais tu as quand même un parcours scolaire qui est assez, on va dire, bien garni et qui est impressionnant quand même, je pense. Et donc, je voulais savoir, déjà, c'est quoi la procédure que tu as faite? Est-ce que c'était est-ce que c'était l'école qui a organisé ça ou est-ce que ça a été de toi-même que tu as engagé des procédures pour rentrer dans des écoles comme Stanford, par exemple ou, voilà, raconte-moi un peu. Ouais, super question, super question. Non, en fait, j'ai un peu eu une crise existentielle et j'ai même, je suis intéressé par beaucoup de choses, donc j'avais postulé à pas mal d'autres choses, même en France, pour juste changer d'univers. En fait, il se trouve que euh, le, bon, le,
le parcours à l'ENS et à Lyon, et c'est vraiment très, très intéressant. Et l'année de master, c'est vraiment au niveau théorique et conceptuel, l'année la plus dure, bien plus dure que tout ce qu'on a pu faire en prépa. Et c'est très intéressant, mais ce n'était pas trop mon centre d'intérêt. Et donc, pendant les étés, en fait, on faisait des stages, et je faisais mes stages donc, à Paris, à l'ENS rue d'Ulm, et je faisais des stages en fait, sur les problèmes inverses avec Abdou Gamari, qui était prof à l'IX et qui maintenant est parti à Zurich, à ETH. Et en fait, c'était très, très sympa parce qu'à l'intérieur du labo, il y avait plein de gens différents. Et nous, dans notre bureau, on avait plein de nationalités. On avait des Américains, des Néo-Zélandais, un Japonais. Et en fait, tout le monde discutait. Et c'est par ce biais-là, en discutant avec les Américains, que je me suis intéressé et que je leur ai demandé justement la procédure à suivre. Ils m'ont aidé pas mal pour rédiger. Il y a des lettres, il y a pas mal de trucs à faire. Il y a des tests à passer aussi euh, pour la procédure. Et donc, c'était complètement décorrélé de ce que pouvait proposer l'ENS. Et je crois qu'en fait, Stanford ne noue pas vraiment des partenariats avec aucune autre école. C'est-à-dire que même, il y a beaucoup tous les ans, il y a beaucoup de gens de l'IX qui viennent à Stanford et même eux, je crois, euh, doivent présenter un dossier comme tout le monde. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment d'accord bilatéraux entre Stanford et une autre école. À vérifier, mais j'avais cru voir que ce n'était pas possible. Donc voilà, c'était vraiment à côté de ça. Mais l'ENS, bon, les trois ENS, je leur reproche un peu d'être très segmentés, même quand on regarde dans les départements de maths, en fait, les programmes sont très, très différents. Et il n'y a pas beaucoup d'interaction entre... enfin, je parle quand j'y étais, donc 2013-2014, il n'y avait pas beaucoup d'interaction entre les différents départements, au moins au niveau des élèves. Et donc, le seul moment où on pouvait discuter, c'était justement ces moments si on avait la chance de faire un stage dans une autre ENS. Là, on avait accès aux autres élèves, quoi. C'est ce qui est un peu dommage parce que quand on pourra parler aussi, si vous voulez, des différences entre Stanford, enfin entre les universités américaines et la France. Stanford, qui est une petite université, c'est quand même 14 000 étudiants, et il y a beaucoup plus les liens entre les différents départements, l'interdisciplinarité est extrêmement forte. Ce qu'il n'y avait pas, je pense que culturellement c'est en train de changer, mais ce qui est jusqu'à récemment, ce qu'il n'y avait pas vraiment, au moins dans les ENS. Quoi. Ok, merci beaucoup pour ta réponse. Valentin, tu veux enchaîner? Non, ouais, non, il y a une question, mais je répondis directement sur ce que tu as dit, là, la différence d'approche entre la France et les États-Unis, et en fait, surtout aussi, comment eux, ils investissent le développement rapide de l'IA en finance, c'est quoi la stratégie chacun des pays qu'ils abordent entre la France et les États-Unis? Est-ce qu'ils sont plus rapides les États-Unis ou ils apportent un autre aspect, ils se concentrent sur autre chose comparé à la France dans le domaine voilà, de la banque et de la finance? Quelle est leur stratégie avec une des deux et voilà. Tu parles de l'intégration de l'IA et de la diffusion de l'IA dans la finance, c'est ça? Ouais, dans la banque et la finance. Ouais. Bon, alors, je peux te parler de la comparaison entre ce que j'ai vu à BNP et ce que je vois chez JP Morgan, enfin, de ce qu'on peut dire, disons, publiquement. Il y a, c'est vrai que JP Morgan investit énormément pour pouvoir être toujours à jour de la science et de l'état de l'art en IA. Alors, c'est très compliqué parce qu'on dit que l'IA, c'est une technologie qui diffuse très vite. Effectivement, elle bouge très vite, mais l'adoption, et à la fin, quand on regarde vraiment la nature des modèles qui sont en production dans les institutions financières, c'est en constante évolution, mais progressive. Disons que la vitesse d'adoption est plus lente que, bien évidemment, pour toutes les contraintes qu'on peut imaginer, que le développement de nouveaux outils et de nouvelles architectures de modèles
par le monde académique. Et pour faire ça, en fait, ils ont un programme qui s'appelle Faculty Awards, où ils financent des bourses pour les académiques, pour qu'on puisse travailler avec eux de manière très étroite. Et donc, c'est là aussi où vient cette plateforme dont j'ai parlé tout à l'heure pour pouvoir échanger des données synthétiques. Et donc, il y a vraiment une politique, une stratégie qui est pensée au niveau du top management pour faire ça, pour s'assurer qu'on puisse avoir une diffusion de l'IA qui soit et une diffusion de l'innovation qui se fasse à un bon rythme. Il y a deux compétiteurs qui arrivent maintenant. Il y a la FinTech, tout le monde de la FinTech, et il y a aussi les GAFA qui arrivent sur le marché de la finance avec plusieurs produits, soit de crypto, soit on peut penser aussi à Apple Card. Et donc, ils proposent ça. En face, je pense que c'est aussi de la responsabilité des institutions financières. Déjà, bon, la finance, c'est un business of trust. La confiance est absolument centrale. Et on a des jeux de données qui sont absolument fantastiques. Je me suis pas vraiment arrêté sur les chiffres de JP Morgan, mais JP Morgan, c'est 250 000 collaborateurs. Pour les développeurs, je sais pas, ou les IT guys, on dit qu'il y en a environ 30 ou 35 000. Et ça sert 60 millions de ménages, de foyers, JP Morgan et Chase qui est la partie retail. Donc en fait, quand on change un petit truc dans JP Morgan, ça a potentiellement un impact sur l'économie américaine. Et donc ça produit énormément de données. On a des datasets fantastiques, des datasets de speech absolument fantastiques, avec plein d'accents, avec plein de bruits, de salles de marché ou autres différents. Et on peut aussi, tout comme les GAFA viennent jouer, entre guillemets, sur le terrain de la finance, on peut aussi proposer des produits qui potentiellement peuvent être très compétitifs avec le type de produit que proposent les GAFA. Donc voilà, il y a vraiment deux types d'acteurs un peu nouveaux, les big tech et la fintech. La fintech, en ce moment, il y a des choses absolument fantastiques qui se développent, notamment pour les remboursements de prêts étudiants. Il y a plein de nouvelles startups dans la baie qui font ça parce que bon, on n'a pas vraiment, nous, ce problème ici en France, mais le taux d'endettement des étudiants est absolument considérable là-bas. Et donc, ils pensent à des moyens très smart de permettre aux employeurs, à différentes parties prenantes, de pouvoir rembourser les prêts étudiants. Et c'est assez technique à faire. Voilà. Mais c'est sûr que après ta question portait sur vraiment la différence entre les États-Unis et la France. On est, je pense, sur la bonne voie en France. On a créé ces instituts 3 IA, pardon, il n'y en a que 3. À Paris, c'est l'Institut Prairie et c'est très très bien. Et donc ces instituts ont vraiment pour vocation à faire discuter les acteurs industriels et les acteurs académiques justement pour créer des synergies et faciliter l'adoption de l'IA dans l'industrie. On a quand même un retard culturel dans le sens où faire discuter ces deux mondes, je pense, est globalement plus difficile en France qu'aux États-Unis, principalement, certainement pour des questions culturelles. Mais on a bien saisi les enjeux et je pense que c'est en train de changer. Donc moi, dans mon expérience personnelle, c'est vrai que je peux mesurer la différence entre ce que j'ai pu voir chez BNP et ce que j'ai pu voir chez JP Morgan. Mais c'est en train de changer et je pense que ça évolue vraiment dans le bon sens en France. Il y a des bons signaux. Pardon. Ça marche, merci. Donc, s'il y a des gens qui ont des questions, n'hésitez pas.
J'en ai un aspect un peu plus technique, mais bon, ça serait... C'est si vraiment... Vas-y, je pense. Ouais, non, c'est juste par rapport quand quand tu travaillais au GAN par rapport aux OCR là, Ouais. comment tu jugeais à la fin que les données synthétiques se rapprochaient le mieux possible des données du monde, la distribution des données du monde réel? Ok, Ouais. c'est à l'intérieur du GAN, mais comment au final, c'est ça qui est important, c'est le plus important. Et comment on jugeait que synthétiquement, ce qu'on avait généré était vraiment très proche. Ouais. C'est une super bonne question et en fait, on a publié ce travail et donc justement pour publier, on s'est posé vraiment la question. Bon, en fait, tu peux le juger à travers l'OCR. Donc, c'est-à-dire, tu juges vraiment complètement end-to-end. Tu as ton GAN, ensuite tu as tes données synthétiques, tu entraînes ton GAN et tu regardes la performance de ton GAN sur les vraies données. Et si la performance, ce qui était le cas, est bien mieux que les Tesseract ou les OCR qui sont entraînés sur des jeux de données plus moins spécifiques, disons, il y a de bonnes chances pour que le GAN ait fait du bon travail. Tu as aussi après des vraies mesures de diversité et de qualité d'image qui sortent de modèles génératifs. Tu as un truc qui s'appelle Inception Score, qui en fait calcule deux trucs. Alors, je fais vraiment de mémoire. Ça calcule la diversité dans les images qui sont produites et le réalisme, que tu es bien sur les bons modes, en fait. Les bons modes, typiquement sur MNIST, par exemple, c'est les chiffres, etc. Et tu as un autre truc qui utilise Fréchet Distance, la distance de Fréchet, qui a une autre manière de calculer ça, mais c'est vrai qu'il y a, pour l'instant, c'est encore un sujet, un sujet, un sujet ouvert. En fait, la troisième solution, ce serait d'inspecter par des humains, de faire inspecter ça, de regarder en fait et de comparer les images. Voilà, c'est un peu les trois trucs. Mais je pense que à la fin, ce que tu veux, c'est vraiment une métrique business et donc prouver que ça marche. Donc, je pense que la validation par l'OCR est le plus intéressant. Si vous voulez, je peux aussi décrire récemment, on a fait on travaille sur un problème de calibration avec des GAN qui est aussi intéressant, mais c'est un peu technique, donc je ne sais pas si c'est très intéressant. Oh, je pense que ça va aller, je pense. Non, pour pas non plus perdre pas mal de gens. Donc, s'il y a des questions, n'hésitez pas, d'ordre IA autant que d'ordre finance, d'ordre banque. Yannick, rien à déclarer? Ben non, moi franchement, non, je trouve que ce que vous avez dit, c'était intéressant. C'est vrai que même dans la finance, on avait déjà parlé de ça dans un meet-up auparavant. Dans ce genre de domaine, c'est vraiment important d'avoir des modèles déjà qui sont très sécurisés, mais on entend souvent aussi, voilà, parfois un peu on va dire des scandales, entre guillemets, sur voilà, des modèles qui classent un peu, soit de façon un peu raciste ou un peu. Enfin, voilà, il y a un peu de risque à ce niveau-là. Bon, après, évidemment, je pense que c'est assez rare, mais je pense que ouais, on peut se demander de comment on peut faire quand on crée un modèle à cette échelle-là et dans des domaines aussi risqués que la banque, que la finance, où vraiment l'erreur n'est pas permise. Comment on peut s'assurer qu'un modèle est vraiment fiable, on va dire entre guillemets, qui fera vraiment on va dire qu'il aura le même avis qu'un conseiller humain. Non, c'est une super bonne question et surtout que les dernières, la dernière décennie ou les quelques dernières décennies, en fait, on a vu vraiment la transition et elle est encore en train de se faire parce que la transition des modèles statistiques vers les modèles de machine learning.
Donc, c'est vraiment la question de comment on passe de l'analyse, fairness, explicabilité de modèles qui sont transparents avec des hypothèses statistiques qui sont précises, à l'analyse de black box sans vraiment… les hypothèses sur les données, c'est IID qui est souvent faux, on ne sait pas trop. Voilà. Et comment on fait ça, en fait, avec une des grandes différences entre ces deux types de modèles, c'est le scaling sur la question de la dimensionnalité où il y a plein de choses en fait qui se passent bien sur les modèles statistiques et qui se passent mal sur les modèles de machine learning. Juste un petit laïus sur l'explicabilité justement, et pour une toute petite digression et ensuite pour répondre à la question. Le narratif actuel, c'est les modèles black box versus les modèles white box, mais en fait, un arbre de décision ou un modèle linéaire en grande dimension, c'est pas vrai que c'est explicable. Quand vous avez un modèle avec 400 features en input, même si le modèle est linéaire et qu'on sort les top 15 features, est-ce que c'est vraiment une bonne explication? Je ne sais pas vraiment. Et pour répondre à ta question, on s'attache non seulement on s'attache à expliquer le modèle, mais surtout ce qu'on veut, c'est expliquer le système. Et c'est aussi le point de vue, ça reboucle avec la régulation UE, c'est leur point de vue aussi de regarder le système. Quelle est la différence entre modèle et système? Modèle, donc il y a tout le monitoring qui va être différent aussi et qui est très différent du monitoring des stats. Ça va être la feedback loop, ça va être le versionning, ça va être l'explicabilité, la fairness, tout ça. Et mettre ça en production, effectivement, et puis de l'autre côté, en entrée, c'est comment on collecte les données, comment on regarde que les données sont pas biaisées. Alors là, bien sûr, sur le type de données, on a aussi toute une industrie avec la fairness individuelle ou global fairness, qui est pas évident parce que, par exemple, en France ou aux États-Unis, on n'a pas le droit de collecter le même genre de données, et donc il y a une tension entre privacy et fairness. Pour computer la fairness, on est obligé d'avoir du label sur ce qu'ils appellent les protected attributes, c'est-à-dire la race, le sexe, l'âge, tout ce que vous voulez. Et en France, au moins, on n'a pas les données pour calculer ça, et donc on ne peut pas utiliser de métriques statistiques pour regarder si on est fair ou pas. Et donc dans ce cas-là, il y a des travaux quand même qui sont super intéressants et qui montrent que en fait tout le problème se passe dans les queues de distribution, tail of distribution, sur les données qu'on collecte, et que les protected attributes et les valeurs qui sont peu présentes dans les données sont en général, c'est corrélé avec le fait que c'est plus difficile pour le modèle d'apprendre sur ces données, et donc il va les traiter de manière différente. Il y a eu, bien évidemment, les cas les plus emblématiques, c'est les cas de facial recognition qui traitent, par exemple, moins bien les peaux noires juste parce que le dataset n'est pas balancé, n'est pas équilibré. Pardon, j'ai perdu le fil. Et donc, ta question, c'était sur… Ça rebondit sur la question que Pierre avait posée en commentaire et qu'il a dit que c'était en cours. C'était voilà, comment éviter que les biais d'IA dans les algos et que les sources de données peuvent causer. Voilà, comment éviter ces biais-là. Donc, ce fairness que vous expliquez. Ouais. Ah oui, effectivement. C'est un problème… c'est évidemment un problème en fait, qui est multipartite. Donc, une fois que le modèle donne sa décision, il y a souvent, ou pas, mais souvent, c'est un problème de human-computer interaction. C'est-à-dire qu'une équipe va utiliser le modèle, va soit lui faire confiance de manière démesurée ou pas. Et ça, en fait, c'est vraiment presque des sciences cognitives. Et il y a des expériences qui sont en train d'être menées actuellement pour regarder quels sont les drivers, pourquoi dans tel et tel scénario, l'humain va faire trop confiance au modèle ou pas. Donc déjà, il y a déjà… Et donc, quand il fait trop confiance, il y a aussi des biais de l'humain en fonction de l'expérience et de l'expertise qu'il a de la tâche.
à faire ou pas trop confiance au modèle. Donc, les biais, ils sont vraiment partout. Hein. Déjà, il faut les détecter. Les biais, il y a deux choses. Il y a bias detection et bias mitigation. Pour bias detection, ils sont dans les données, mais ils sont aussi dans les modèles. Il y a un travail fantastique fait par Sarah Hooker à Google Brain qui regarde en fait comment la fairness est traitée par les modèles distillés, c'est-à-dire la compression de modèles. On prend un modèle de base et puis ensuite on va compresser le modèle, par exemple par quantization, ou on fait du pruning, c'est-à-dire du drop-out, on réduit le nombre de neurones sans réduire l'accuracy. Et donc, on voit que l'accuracy est préservée, même si on enlève les 3/4, 75 ou même 90% des neurones, on peut préserver l'accuracy. Mais elle se pose la question de demander, au niveau des biais, qu'est-ce que ça fait? Et en fait, le modèle qui est compressé amplifie les problèmes de biais, pour simplifier. Et donc, c'est vraiment comment dire, mitiguer ces. Désolé, j'ai le verbe en anglais, mais résoudre ces problèmes de biais, c'est vraiment l'association, c'est vraiment traiter et les jeux de données qui peuvent contenir tout un tas de problèmes et les modèles. Et c'est vraiment l'association des deux. Et plus en sortie, la façon dont l'humain va interpréter les résultats du modèle. Donc, c'est vraiment une chaîne qui est très complexe. Comment les éviter et comment réparer ça une fois qu'on les a détectés? Donc, c'est la partie bias mitigation où il y a globalement 3 types de méthodes. Mais encore, hein, là, je parle je vous fais une littérature review et de la recherche. C'est pas vrai qu'avec un outil, on va résoudre ce problème. C'est vraiment un truc qui est beaucoup plus complexe. Mais si je regarde sur ce qui est fait dans la littérature, vous avez 3 façons de résoudre ça. Soit vous changez le dataset en entrée, et donc vous allez potentiellement, vous allez computer vous allez calculer des poids associés à chaque sample, à chaque exemple de votre donnée, et ensuite ces poids-là seront utilisés dans la fonction de coût, dans la loss function, pour amplifier ou pas certains exemples et pour prendre des pas de gradient plus ou moins grands en fonction du type d'exemple qui est proposé au modèle. En gros, pour calculer ces poids, vous voulez que le protected attribute et l'outcome soient indépendants. Et donc, vous corrigez pour que ces deux variables soient indépendantes entre elles. Donc ça, c'est en amont, en fait. Vous changez le dataset en amont et ensuite, vous entraînez le modèle sur un dataset qui est changé et on montre que ce modèle les biais de ce modèle sont moindres. Ensuite, vous avez in-processing bias mitigation où, en fait, vous changez pendant le training, vous vous assurez que le modèle ne se base pas de manière trop forte sur un attribut. Par exemple, il ne va pas classer que sur l'âge. Et pour ça, ça peut se faire aussi de manière adverse, en branchant à la sortie du modèle un discriminateur qui va pénaliser si jamais le modèle utilise trop une variable protégée pour prendre ses décisions. Et enfin, vous pouvez juste corriger les outputs du modèle pour rendre plus fair. Et donc ça, c'est post-processing. Voilà. Donc il y a pas mal de méthodes qui existent et c'est un champ de recherche qui est super intéressant et super dynamique. Mais pour vraiment, dans le monde réel, résoudre ce problème, ce n'est pas juste un problème de je change mon modèle, je change mes données et tout sera résolu. C'est vraiment beaucoup plus complexe que ça. Avec, voilà, ça va du code à la compréhension d'enjeux de biais cognitifs des humains qui utilisent le modèle. Très bien, merci. Ouais. N'hésitez pas, comme Pierre, à poser votre question en commentaire.
Moi aussi, ben, j'ai une question, si personne en a. Ce serait plus sur, en fait, sur l'avenir enfin, comment toi tu vois les choses évoluer maintenant? Parce qu'on voit que ça prend une place énorme maintenant. Enfin, l'IA dans la finance, ça prend une place énorme aujourd'hui. Et ça va vraiment, enfin, je pense aussi que ça va continuer ben, à s'accroître. Et donc, ben, je voulais avoir ton avis. Comment tu penses que l'IA va réussir à s'insérer dans la finance? Est-ce que enfin, ouais, vraiment avoir ton avis là-dessus. Peut-être si tu as des prédictions, enfin, ce que toi tu penses, comment tu vois les choses d'ici, on va dire, 5 à 10 ans, vraiment donc de la place de l'IA dans le monde de la finance. Alors, moi, en prédiction, si je me mouille, euh, je pense, j'ai une espèce d'intuition que les industries régulées, alors je ne sais pas si ça viendra de la finance ou de la santé ou d'une autre industrie qui historiquement a été régulée, qu'on est en meilleure position que Software Internet Companies, hein, Facebook, Google, etc., pour délivrer des pipelines de machine learning qui sont plus, j'aime pas parler d'éthique, mais disons plus safe euh, que ceux qui historiquement n'ont pas connu cette régulation. Parce qu'il y a une culture, alors bien évidemment, on peut m'opposer 2007-2008 et le, la crise financière qui vient aussi en partie du fait qu'on ne maîtrisait pas les modèles qu'on utilisait. Euh, mais je pense que c'est peut-être disons que je suis sûr qu'on est en position pour réussir à faire ça. Et si on réussit, ça sera extrêmement profitable et sustainable vraiment pour tout le monde. Il y a il y a un autre enjeu dans la gestion du risque qui va falloir regarder de près dans les prochaines années, euh, qui change un peu avec les réseaux sociaux. Quand on regarde ce qui s'est passé avec GameStop, par exemple, je trouve que c'est très, très intéressant. Donc, GameStop, c'est quoi? C'est une coalition d'acteurs qui se coordonnent sur Reddit et qui vont, en gros, faire une attaque adverse contre Wall Street qui est en train de shorter l'action de GameStop. Et en fait, quand on regarde ça, euh, on se dit que ce nouveau type d'action militant, ça fait courir aussi des nouveaux risques pour la banque et qu'elle doit se prémunir de ça, tout en restant bien sûr sustainable et durable pour tout le monde. Et je vais prendre un exemple très précis, l'exemple de Fairlending, justement. Fairlending, c'est donc l'octroi de prêts pour les particuliers. Et c'est des modèles qui font ça avec, avec des règles très précises. Et quand quelqu'un se fait refuser un prêt, il a le droit, donc c'est la législation américaine, à 4, on appelle ça des reason codes. Donc les reason codes, c'est euh, des, euh, des espèces d'explications contrefactuelles sur, d'accord, vous vous êtes pas fait, on vous a refusé votre application, mais vous pouvez, je ne sais pas, améliorer votre, c'est jamais vraiment dit aussi précisément, mais vous pouvez améliorer votre revenu, vous pouvez, il faut que vous restiez plus longtemps dans votre travail et il faut que vous ayez plus d'expérience pour qu'on puisse vous octroyer le prêt. Et, et en fait, il y a une tension entre. Donc, en fait, on donne de l'information et de plus en plus, la régulation a fait que les institutions financières sont socialement responsables de donner des choses qui sont actionnables par le consommateur. Si on lui dit juste votre FICO score, le FICO score, c'est un truc qui est agrégé sur plein de données et trop bas, bon, ben, ça, c'est pas du tout actionnable et ça ne veut rien dire. Si on donne ce genre d'informations très, très précises, il y a un problème en fait de durabilité et de sustainabilité du duo consommateur et institution financière, parce que des attaques adverses, en fait, là, on montre facilement que on peut révéler le modèle ou on peut tromper le modèle avec des attaques adverses et qu'on peut
de manière technique, on peut speed up ces algorithmes, on peut accélérer les algorithmes de reconnaissance du modèle. Et ça, c'est possible si des acteurs se coalisent, en fait. On peut montrer que ce type de scénario est plausible dans le cas d'une coalition d'acteurs qui partagent de l'information. Alors, c'est un peu dit comme ça, c'est un peu théorique, mais disons que ça illustre le fait de se poser la question de comment on donne, comment on résout ce trade-off, comment on donne les meilleurs contrefactuels possibles aux clients, parce qu'on a envie d'être, on est responsable socialement, l'octroi de crédit, ça a vraiment un impact sur la vie des gens. Donc, comment on leur donne de l'information pour qu'ils puissent s'améliorer et pour qu'ils aient plus de chances d'avoir de crédit, mais comment aussi on préserve l'IP et on préserve la propriété intellectuelle des modèles et des institutions financières. Donc, il y a, je pense qu'en termes de management du risque, il y a vraiment des nouveaux paradigmes qu'il faut étudier et qui, là, c'est vraiment dans les prochaines années qui vont surgir. Ouais, voilà, je pense à ces deux points principaux. Ok, c'est vraiment intéressant, je trouve. Ok, s'il y a d'autres personnes aussi qui ont des questions, peut-être même très différentes, n'hésitez pas, que ce soit sur le chat ou à l'oral. Moi, j'en ai plus, personnellement. Moi, de mon côté, c'est bon. Hein. N'hésitez pas à n'importe quoi. C'est la fin de journée. Ouais. J'ai peut-être une question, je suis arrivé un peu en retard. Mais... Non, en fait, attendez 3 secondes, je réfléchis. Entre-temps, moi, j'ai une petite qui me vient, mais elle est assez basique, je pense, comme question. Mais est-ce que la différence entre un ML engineer, data scientist, on appelle ça comme on veut, on va dire classique, entre guillemets, donc qui bosserait plutôt dans une entreprise de tech, et entre celui qui travaille dans une entreprise plutôt orientée finance, banque, comme à JP Morgan ou ailleurs, est-ce qu'il y a une vraie différence dans le métier? Ou est-ce que c'est finalement des métiers assez similaires, mais qu'on applique à des choses différentes? Non, alors moi, en fait, j'en ai perçu une vraie différence, et c'est en fait une super bonne question. Dans le fait que, dans les personnes qui t'entourent, en fait. Chez Adobe, tous les ingés, tous les gens de la recherche étaient, en fait, connaissaient extrêmement bien le machine learning, et il n'y avait absolument pas besoin de leur expliquer quoi que ce soit parce qu'ils étaient complètement à jour de la science. Dans la banque, c'est très, très différent. Il y a des gens super forts qui connaissent extrêmement bien ces problématiques, et puis il y a d'autres gens, d'autres parties prenantes, souvent le business, qui voient ça un peu de loin et avec lesquels il faut faire de la pédagogie. Il faut expliquer parce qu'à la fin, c'est eux qui vont utiliser le modèle, et donc ils doivent comprendre un minimum ce qui se passe. Et en fait, cette dimension de faire de la pédagogie, d'expliquer aux gens et de communication que tu as peut-être moins en fait dans Big Tech, il est vraiment, vraiment présent en finance. C'est un truc que j'aime beaucoup faire. Au moins, de ce point de vue-là, c'est une vraie différence dans le travail et dans l'approche du machine. Ok. Mathieu, peut-être? Ah ouais, j'avais une question, mais enfin là, je suis arrivé un peu en retard. Mais enfin, excusez-moi, mais est-ce que vous pouvez rappeler juste ce que vous faisiez Enfin, ma question en gros, c'était quand vous faites vos modèles, etc., comment vous intégrez enfin, en finance, il y a toujours des choses imprévisibles, etc. Comment vous gérez dans les modèles les crises, quand on voit les crises financières où tout est en fait un peu imprévisible, etc. Comment vous pensez ça pour... Ouais. Alors, moi, je ne suis pas du tout dans la partie quant. Donc, c'est-à-dire que ça, les modèles, ce genre de modèle-là dont je pense que tu as à l'esprit, c'est vraiment plus les quants et les desks de traders. Ce que les modèles
que je vois de près, ce sont soit des modèles pour automatiser des tâches, soit des modèles des modèles de finance, par exemple, de calibration pour faire du forecasting de limit order book ou pour tester des stratégies de traders. Mais ce n'est pas des trucs qui ont vocation à être directement mis en production. Mais pour répondre à ta question, en fait, il y a des guidelines très, très précises. C'est vraiment ça, c'est extrêmement régulé. Et c'est modèle risk governance, c'est-à-dire que dès qu'un modèle est testé avant qu'il soit déployé, il y a toute une batterie de tests et de stress tests qui doit subir pour pouvoir, in fine, être déployé. Donc, et ces stress tests, en fait, ils sont dessinés pour être extrêmement conservatifs et pour normalement, justement, ils sont en fait testés sur beaucoup de scénarios différents. Et si on regarde vraiment le machine learning, c'est là aussi où est l'explicabilité et comprendre le modèle. En fait, on essaie de répondre à des injonctions contradictoires parce que d'un côté, on veut un modèle très performant et qui potentiellement n'est pas du tout explicable, et de l'autre côté, on veut vraiment comprendre le phénomène et comprendre comment le modèle va prendre sa décision. Et donc, il faut résoudre cette tension aussi. Mais c'est vraiment une coordination entre plein de parties prenantes très, très, très différentes, hein, les ingénieurs, les régulateurs, et puis la gouvernance des modèles, gouvernance des données, tout ça. Bon, bah, ça marche. Ok. En tout cas, si personne n'a d'autres questions, je pense qu'on peut conclure peut-être là-dessus. On va pas te retenir plus longtemps, Victor. En tout cas, moi j'ai beaucoup apprécié cet échange. Je trouvais ça très intéressant. Et moi qui ne m'intéresse pas spécialement, par exemple, à la finance et qui suis plus dans le côté IA et informatique, ben, j'ai appris pas mal de choses. Donc voilà, moi je voulais te remercier en tout cas au nom de Centralia. Merci beaucoup, c'était un plaisir. Vraiment, merci à toi et ben, on te souhaite une très bonne soirée. Tu es le bienvenu quand tu veux à Centralia, avec plaisir. Merci. Ben, je t'en prie, avec plaisir. Merci. Au revoir. Bonne soirée tout le monde.